La visite médicale en entreprise. Derrière une simple consultation se cache un enjeu de santé publique. Est-ce que vous savez que certaines personnes ont pu découvrir qu'elles souffraient de diabète, de cancer, de tuberculose et j'en passe à l'issue de leur visite médicale? Alors, nous recevons aujourd'hui Dr Béké Ange, qui est médecin du travail et membre de la Société ivoirienne de médecine du travail. Alors avec Dr Béké, nous allons comprendre la notion des visites médicales et savoir comment la visite médicale peut sauver des vies. Bonjour docteur. Bonjour Audrey. Comment tu vas? Ça va, ça va. Tu as un slogan que j'aime bien, c'est « Piment brûle, Asticot vide dedans. asticot vide dedans ». Ça veut dire quoi au juste? Peu importe les difficultés de la vie, il faut pouvoir lutter, pouvoir se battre pour s'en sortir. Et donc ce qu'on trouve comme danger peut les transformer en opportunité. Et toute situation, il faut pouvoir faire face en étant dans le bien, je veux dire, et puis se battre pour avancer. Super, en tout cas, ça me motive énormément. Retenez ça bien, mes abonnés. Alors, docteur Béké, ça fait plaisir de te recevoir. Oui, c'est un plaisir partagé. Alors, la visite médicale. Pourquoi il est important de faire sa visite médicale? La visite médicale, comme son nom le dit, faut que le médecin puisse voir le travailleur. Mais cette visite médicale a déjà un socle légal. Ok. Voilà. Le Code du travail dit que l'employeur a le devoir d'assurer à ses travailleurs un service de santé. Et en même temps, aussi, la visite médicale s'impose aux frais de l'employeur, bien sûr. Ouais. Voilà, aux frais de l'employeur. Et cette visite-là permet de détecter au plus tôt certaines pathologies et pouvoir faire face. Et également de pouvoir conseiller les travailleurs sur un certain nombre de difficultés ou de problèmes liés à leur santé pour ceux qui ont déjà des maladies, bien sûr, pour ne pas que ces maladies-là puissent s'aggraver par le fait ou à l'occasion du travail. Alors, quelles sont les différentes étapes qui constituent la visite médicale? D'accord. Il faut savoir que la visite médicale, il y a trois types de visites médicales. Ok. On a la visite médicale d'embauche. C'est avant que le travailleur ne soit embauché. Et cette visite d'embauche se fait avant l'affectation du travailleur sur un site particulier où il y a des nuisances, où il y a une exposition particulière. C'est la visite d'embauche. Et quand le travailleur est déjà en entreprise, il peut tomber malade. Ok. Il peut s'absenter pour raison médicale. Et donc, il y a ce que nous appelons la visite médicale de reprise qui intervient lorsque le travailleur s'est absenté pour raison médicale supérieure ou égale à 8 jours quand c'est un accident de travail, maladie professionnelle, ou plus de 21 jours quand c'est une autre raison que accident de travail. Et cette visite de reprise se fait également lorsque, chez la femme enceinte par exemple, qui va accoucher, qui fera 3 mois et demi, comme on dit 98 jours en dehors du service pour raison de santé. Et donc, on a aussi la visite médicale, la visite annuelle, périodique. Voilà. Cette visite médicale périodique, elle est en principe annuelle. Elle peut s'étendre chez certains employés, mais elle est tout le temps, ou pratiquement tout le temps, annuelle. Et cette visite permet de surveiller la santé des travailleurs. Cette visite également peut être réduite, le délai peut être réduit chez certains travailleurs, c'est-à-dire les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les vieillards, chez les femmes enceintes, chez les migrants et chez des travailleurs qui sont soumis à des expositions particulières, comme ceux qui travaillent dans l'épandage des pesticides, 6 mois, en fonction des expositions. Donc, ce délai-là peut fluctuer. Mais on retiendra qu'en général, c'est annuel. Ok.
Donc, je retiens qu'on a 3 visites médicales, la visite médicale sortes, d'embauche, la visite médicale périodique et la visite médicale de annuelle. reprise. OK, de reprise. Oui. OK. Alors, ça fait beaucoup, hein, en termes de coûts pour l'entreprise. Et c'est ce à quoi souvent on est confronté en tant que RH. On a pour mauvaise habitude de nous-mêmes sélectionner les examens que les employés doivent faire pour justement des questions de réduction budgétaire parce qu'on estime que ça fait trop et qu'on doit vraiment forcer sur le budget. Est-ce que ça nous revient, à nous RH, de pouvoir identifier les examens qu'on veut, mettre en avant les questions budgétaires quand il s'agit de parler de visite médicale? D'accord. Déjà, pour préparer ou bien pour aller à une visite médicale, il y a un certain nombre d'étapes. OK. Dans une entreprise X donnée, il y a plusieurs sortes de travailleurs. OK. Des cadres, des techniciens, je ne sais pas moi, pêle-mêle, il y en a partout. Et le travailleur X n'est pas forcément exposé au même risque que le travailleur Y, et ainsi de suite. Donc, plus on a des postes, plus on a des différences, plus on a des expositions différentes. Et donc, le médecin du travail, déjà, fera une analyse des postes. C'est vrai que ça ne sera pas une analyse assez fine, mais au vu des expositions, au vu des tâches, au vu des fiches de poste et au vu de l'analyse, la visite qu'il fera en entreprise, il saura également que tel travailleur, voici les contraintes, voici les risques. Tel autre, voici les contraintes, voici les risques. Tel autre, et ainsi de suite. Et en fonction de cela, il vous dressera une liste d'examens à faire, une liste d'examens médicaux à faire pour monsieur X. Je dis n'importe quoi. Je prends peut-être un chauffeur, un cariste. Chez lui, on fera un examen de vue qui n'est pas forcément obligatoire chez un autre. On dira aussi celui qui est, par exemple, qui travaille avec les organophosphorés, les pesticides et tout, il lui sera sélectionné un certain nombre d'examens. Chez celui qui est exposé à la poussière, il lui faudra un certain nombre d'examens. Chez les travailleurs des call centers et autres, il leur faudra un certain nombre d'examens au niveau des oreilles, et ainsi de suite. Et donc, pour chaque travailleur, il pourra déterminer de façon, c'est pas exhaustif, il pourra déterminer des examens à faire. Et maintenant, il les proposera aux RH qui verront avec soit des cabinets, des cliniques, des structures qui sont habilitées à faire ces examens-là. Voilà le coût et ainsi de suite. Et à la fin, normalement, de l'examen, de la visite médicale, un certificat d'aptitude est délivré. OK. Lui aussi, il a un coût. OK. Selon les tarifs établis par l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. OK. Et donc, ce n'est pas au RH de dire on prend ça, on ne fait pas ça, on veut ci, on veut ça. Non. Cette situation crée assez de conflits entre les médecins et les RH. OK. On peut comprendre qu'il y ait des questions budgétaires, oui. Et je pense que ça se discute. Ça se discute. Le médecin, quand il fera son analyse et il arrêtera un certain nombre d'examens, il pourra vous présenter, à vous les RH ou à toute autre personne aux ressources de l'entreprise. Et ces examens doivent être motivés. Tout à fait. Il vous dira tel examen, c'est pour faire tant, c'est pour voir tel paramètre. Et voilà ce à quoi on veut aboutir. Si on ne fait pas ci, on peut avoir des risques tels. J'aime prendre l'exemple aussi des chauffeurs. On dirait qu'il faudrait qu'ils fassent une visite, un examen au niveau des yeux, ainsi de suite, champ visuel, voilà, fond d'œil, machin. Bon, l'employeur qui estime que non, c'est pas utile, c'est pas important, pas de souci. Mais le chauffeur, il conduit un véhicule. Bon, parce qu'il ne voit pas, il va faire un accident. Avec peut-être, il conduisait même le RH en question. J'espère que ça n'arrivera pas chez vous, chers abonnés. Donc voilà. Et donc, on a des grutiers, ceux qui... Ils manipulent un engin assez quand même dangereux. Et donc, il lui faut
on demandera peut-être une glycémie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pour ne pas qu'il y ait, s'il est diabétique suivi, parce que chez les diabétiques, souvent, on a des baisses, des hypoglycémies. Et donc, on imagine mal quelqu'un qui est en train de manipuler une grue, qui fait une crise d'hypoglycémie. Et cette grue-là va dans tous les sens. Donc, il y a déjà la santé du travailleur lui-même et à la santé aussi la sécurité des autres. On prendra un travail où les travailleurs sont en groupe dans un endroit donné, ils sont logés, ils sont vraiment en groupe. Et un d'entre eux peut-être a une maladie contagieuse. Si cela n'est pas déterminé assez tôt, on peut répandre la maladie. Et donc, au finish, comme souvent on aime le dire, moins cher sera cher. C'est ça. Voilà. On n'a pas voulu détecter tôt chez un. Ça a pris tout le monde. Ou bien il y a eu assez de dégâts. Et donc, il va falloir réparer, il va falloir chercher à reconstruire, et ainsi de suite. Et donc, je pense que ce sont des éléments qui se discutent. Le médecin vous dira, oui, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Vous lui direz, on a peut-être des contraintes budgétaires et tout. Et donc, ce sera à lui, je pense, de dire, bon, OK, tel examen, on peut le différer et ainsi de suite. Mais il y a des examens, il y a des tests qui seront obligatoires. Et là, il vous le dira. Ça, c'est obligatoire, on ne peut pas. Ça, c'est conseillé. Ça, c'est recommandé. Maintenant, il y a des entreprises aussi, j'en ai déjà vu, où on a demandé des examens, pas les mêmes examens chez tout le monde. Et le directeur a estimé que on peut faire pour tout le monde, pour tous les examens. On peut ça, c'est un bon employeur. Voilà, et puis voilà. Il pense à tout le monde en même temps. Il pense à tout le monde. Voilà, donc tous les RH peuvent se glisser dans cette lucarne-là. Ça ne serait pas mauvais pour les travailleurs. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, docteur. Alors, parlons du cas du chauffeur. Ça me rappelle une mauvaise expérience que quelqu'un a vécue. Alors, c'était un RH et qui avait embauché un chauffeur, mais qui n'avait pas fait une visite médicale avant l'embauche. Et après, lorsqu'il faisait les visites médicales annuelles, ils se sont rendus compte que le chauffeur en question ne voyait pas d'un œil. Donc, depuis tout ce temps, il conduisait dans l'entreprise avec un œil qui voyait bien. Et ça faisait prendre des risques à l'entreprise, ils ne le savaient même pas. Et quand ils ont découvert cette information-là, ils ont dû réaménager son poste. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire la visite médicale avant même que l'employé ne mette les pieds dans l'entreprise. En tout cas, c'est l'idéal. Oui, mais en même temps, il faut tenir que la visite médicale aussi ne doit pas servir à renvoyer des gens. Pas du tout. Ah non. Si je rebondis sur l'exemple, il voit d'un œil, oui, c'est possible, mais est-ce qu'il a une acuité visuelle assez correcte, un champ visuel assez correct, un fond d'œil et ainsi de suite. Et donc, ce sont des éléments qu'on peut corriger. Ce sont des éléments qu'on peut corriger. Et dès lors qu'on corrige et que le travailleur est apte avec la correction, mais bon, c'est tranquille, voilà. Il peut travailler correctement avec les corrections, les traitements qui vont avec. Voilà. Il faut juste détecter le mal et le traiter avant que ça ne prenne une certaine ampleur qui, à la fin, le rendra inapte. Voilà. Ce chauffeur dont tu parles, qui a un œil, OK, il travaille avec l'autre, il peut y avoir des éléments correctifs qui seront apportés, il verra un ophtalmologue qui donnera son avis, les traitements, ainsi de suite. Et puis, il pourra travailler. Maintenant, si cela en est fait, un accident ou, je ne sais pas moi, une exposition, l'œil précieux prend un coup. Vers la fin, il sera inapte en fonction des lésions qui seront déterminées. Et là, on aura perdu un bon travailleur qui a déjà de l'expérience, qui est déjà dans la boîte, et un père de famille aussi, un mari, peut-être même il fait partie des cadres de son village, et ainsi de suite. Donc le village aussi aura perdu quelqu'un. Voilà, donc il y a toutes ces chaînes-là à voir. Alors, il y a aussi des cas où les employés ne déclarent pas leurs antécédents médicaux. Donc, l'employé vient, il fait la visite médicale, il a un questionnaire qui lui demande de déclarer le mal dont il souffre quand c'est un mal assez sérieux, mais il ne le fait pas. Et au cours de son emploi,
on se rend compte qu'il développe une pathologie qui est assez grave, etc. Alors, comment on gère ce genre de situation? D'abord, est-ce que l'employé même a l'obligation de déclarer ses antécédents médicaux et comment on gère ce genre de situation? Oui, pour ce genre de situation, il faudrait que l'employé même comprenne que l'objectif de cette visite médicale-là, c'est aussi pour son bien. Son bien-être, oui. C'est aussi pour son bien. Parce qu'il peut cacher des informations en se disant que si je déclare telle maladie ou je dis ceci, il y a des risques sur la sécurité de l'emploi. Donc, il ne faudrait pas qu'en déclarant, je puisse perdre mon emploi. Ça, c'est l'instinct. Ne pas perdre son emploi, il va cacher certaines informations et tout. Et donc, dans la recherche des antécédents, il faudrait qu'il puisse comprendre. Et déjà, en donnant l'information, ça sera bien pour lui. Et on pourra aussi, sur la base des informations des antécédents, l'orienter sur des postes qui seront dangereux pour lui. Qui seront dangereux pour lui. Parce que s'il ne déclare pas, ok, c'est son choix. Mais lorsqu'il sera exposé, il risque de faire plus de signes. Bien, la manifestation sera plus grande chez lui que chez quelqu'un qui n'aura pas des antécédents pareils. Et donc, il est important de les sensibiliser. Il est important de les sensibiliser. Maintenant, si en cours de route, comme on le dit, on trouve un certain nombre de maladies, un certain nombre de signes, bon ben, il aura, du fait qu'il n'ait pas déclaré, il aura laissé la maladie peut-être évoluer. C'est ça. Et donc, à quel niveau de gravité on va découvrir, c'est vraiment un risque pour lui, puis aussi pour les autres travailleurs. Et voilà pourquoi, dans certains cas, des bilans peuvent révéler. Dans certains cas, les bilans peuvent révéler. Dans d'autres, bon, il ne déclare pas, il est là jusqu'à ce qu'un matin, voilà, ça explose et puis on se dit, ah, mais tu pouvais dire, tu as laissé ça a évolué jusqu'à tel. Ou bien lui-même, peut-être, il a ses traitements, il cache. Il a ses traitements, il cache. C'est ça. Et puis un bon matin, bon, au décours d'une situation, il mettra peut-être sa vie en danger ou la vie des autres travailleurs ou même, je sais pas, le matériel, l'entreprise, ainsi de suite. Et la famille ou un ami, un collègue pourra dire, ah, tel travailleur, je le vois prendre des médicaments ou bien je sais qu'il a ceci, cela. On n'aura pas pris la chose à temps. Et donc les dégâts peut-être seront installés, que ce soit à lui son niveau, que ce soit au niveau des autres travailleurs, que ce soit au niveau de l'entreprise. Mais il est important vraiment de donner la bonne information. De donner la bonne information. Le médecin ne va pas révéler tout ça. Il faut aussi qu'il sache. Le médecin n'a pas le droit de révéler. Ça reste un secret médical qui est confidentiel entre le médecin et lui. Et donc, il pourra dormir tranquille, il pourra travailler tranquillement. Et il bénéficiera également des conseils les plus avisés pour son état de santé et pour son poste de travail. Ok. Alors, ça m'amène à poser une question. Tu sais, souvent, nous, en tant que RH, on aimerait bien savoir de quoi l'employé souffre. Ce n'est pas forcément pour le stigmatiser, etc. C'est juste pour avoir suffisamment d'arguments pour aller négocier une prise en charge peut-être assez spéciale, particulière pour lui auprès de l'employeur. Comment on doit gérer ce genre de situation? Oui, souvent, moi j'aime demander au RH, pourquoi vous ne demandez pas au travailleur ton diagnostic et vous demandez au médecin? Il ne va pas nous le dire. Ah bon? C'est pourquoi on veut passer par le médecin. Mais ce n'est pas de mauvaise foi, en fait. Voilà. Oui, je dis, ce n'est pas de mauvaise foi. Oui. Voilà, c'est peut-être pour mieux prendre en charge et ainsi de suite. Ok, l'intention peut être bonne. Oui. Mais il y a la stricte confidentialité, il y a le secret professionnel qui est là. Et donc, il faut amener peut-être le travailleur à s'ouvrir. Mais là, c'est lui. L'information, le médecin ne peut divulguer une information concernant son état de santé qu'avec son accord. Et dès lors qu'il est peut-être dans un état végétatif, il a ses ayants droit, il a, voilà, soit madame ou monsieur ou ainsi de suite.
c'est des tuteurs légaux. C'est à ceux-là qu'on pourra donner un certain nombre d'informations, quitte à eux de le divulguer, et ainsi de suite. Donc, on pourra, si le travailleur se sent en sécurité, il se sent vraiment à l'aise, il sait qu'il peut discuter avec son RH ou tout autre travailleur, voilà. Mais un RH qui ne rit pas avec quelqu'un, bon, je dis, n'est pas obligé de rire, hein, mais bon, voilà. On n'a rien en commun, on est chacun dans son coin, il est assez strict. Et puis un matin, je veux savoir de quoi il souffre pour aller négocier. Le travailleur lui-même ne voudra pas. Ça peut compliquer les choses, mais il faut vraiment la relation travailleur, RH ou direction, et ainsi de suite. Plus cette relation est renforcée, plus cette relation est fluide, je pense que les informations peuvent circuler. Puis, on a peur aussi il aura peur que son diagnostic ou bien sa maladie se retrouve dans toutes les bouches. À la cantine, on ne parle que de lui. Quand on sort du boulot, s'il y a un cas de ramassage, dans le cas, on ne parle que de lui. Je sais pas, s'il y a des rassemblements le matin au drapeau, je sais pas, peu importe, les réunions matinales. Non. Ça, vous voyez qu'il sera stigmatisé et tout. Donc, il y a aussi l'aspect psychologique, un aspect sociétal aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut pouvoir l'emmener à s'ouvrir. Et puis, bon, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Tu sais, il y a un fait que je dois te révéler. Il m'est arrivé de voir des RH garder dans leur dossier des résultats des examens à l'issue des visites médicales. Radio, examens sanguins, etc. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Quel est le document que nous, RH, on devrait avoir de façon officielle? Là, personnellement, il m'est arrivé aussi de faire cette bagarre-là. OK. Le RH, il a besoin de savoir est-ce que son travailleur ou bien le travailleur qui est devant lui, il est apte pour ce poste de travail? Est-ce qu'il est inapte? Ou bien est-ce qu'il est apte, mais il y a des éléments à surveiller? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Les radios, les résultats des autres examens, les rapports médicaux, ainsi de suite. Il y a le dossier du malade, le dossier du travailleur. Au niveau de l'infirmerie, au niveau du service médical, chaque travailleur doit avoir son dossier. Et ces dossiers sont sous clé. Et ils sont accessibles aux médecins ou à tout contrôle ou toute inspection, avec cette inspection, avec un médecin dedans. Voilà, donc de médecin en médecin, on peut se transmettre les informations. Et là, le cadre médical, le secret professionnel est conservé. Mais le RH, qu'est-ce que mon examen a à voir avec, je ne sais pas moi, dans mon dossier, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mettez, mais souvent, la pièce d'identité, mon diplôme, mon extrait de naissance, et puis examen de... Non. C'est juste le certificat d'aptitude, le certificat que le médecin du travail va délivrer. Dans une visite médicale, il y a en moyenne, ou bien, il y a 3 issues. Le travailleur est apte. Parce qu'on connaît le poste où il va. Ça, quand c'est une visite médicale d'embauche, si c'est une visite périodique, on connaît déjà son poste. Et donc, pour tel poste, voici les aptitudes, voici les examens qu'il faut. Quand on va faire les examens, OK, le travailleur, il est apte. Tout à fait. C'est bon. Le travailleur, il est inapte. Il est inapte pour un moment donné ou pour de façon définitive. Donc, s'il est inapte, le problème, il va falloir le soigner, bien le traiter. En tout cas, ce qui le rend inapte, il va falloir s'en occuper. Et donc, on dira au RH, ce travailleur, il est inapte pour 5 mois ou 1 an ou je sais pas moi, pour telle période. Et donc, à la fin de la période donnée, le médecin va encore évaluer et on peut le réinsérer à son poste. Mais pendant cette période donnée, il faut peut-être changer de poste, comme on a eu à le dire. Docteur Beké, merci beaucoup pour le partage d'expérience. Notre podcast arrive à son terme. On espère qu'on pourra te revoir aussi pour notre thématique. Tant que je suis disponible, tant qu'on me fait signe aussi. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci d'être venu. Et à vous, chers abonnés,
Je retiens que la visite médicale nous permet de détecter de façon rapide, de façon précoce, les pathologies que nous pouvons avoir, nous, employés. Donc, ces visites médicales-là visent à nous protéger assez tôt. Et ça peut sauver nos vies. Ça peut nous permettre vraiment d'être à l'abri de certaines situations, de certains imprévus. Donc, je nous invite à vraiment leur accorder énormément d'importance, énormément d'intérêt. Veillez à votre santé, veillez à collaborer toujours avec le médecin du travail. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast sur Tips RH. Bye bye.